Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième partie du cours de statistiques avancées. Et la première partie, nous allons faire la première partie sur les dénombrements. Nous allons continuer ici. Ok, aujourd'hui, nous allons voir le cardinal d'un ensemble fini. D'accord? Déjà, c'est quoi un ensemble fini? Un ensemble fini, on dit qu'un ensemble est fini s'il est vide ou s'il contient un nombre fini d'éléments distincts deux à deux. Donc, un ensemble est fini lorsqu'il est vide ou s'il contient un nombre fini d'éléments distincts deux à deux. C'est vrai que je n'ai pas écrit ici, mais vous pouvez retenir ça. Donc, soit E un ensemble fini. Le nombre d'éléments de E est appelé cardinal de E. Il est noté comme ça, cardinal de E. D'accord? Donc, si on prend un exemple très simple, soit A qui est l'ensemble quoi? Qui est l'ensemble vide. Il y en a B ici qui est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, non, 1, 2, 3, 5, 8, 9. Et il y en a C qui sont les mois d'une année. Alors, ici, le cardinal de A qui est l'ensemble vide, alors le cardinal de A, c'est 0, car l'ensemble vide ne contient aucun élément. Donc, le cardinal de A, c'est 0. Ici, le cardinal de B, c'est 6. Pourquoi? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le cardinal de E, c'est 6 éléments. D'accord? Quand on dit quoi? Le nombre des éléments de E est appelé cardinal de E. Donc, quand on prend le B ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Et enfin, le cardinal laissé, c'est 12, car nous avons 12 mois dans l'année. D'accord? Et nous allons voir quelques propriétés du cardinal. C'est des propriétés très importantes qu'il faut retenir. D'accord? Donc, soit A et B, deux exemples finis. D'accord? Alors, on a cardinal de A union B qui est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter C. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? Si je prends mes patates, j'ai deux ensembles A et B. D'accord? Le cardinal de A union B, ça fait le cardinal. On sait que tout c'est A union B. Tout ça c'est A union B. La partie H c'est A union B. Le cardinal de A union B, ça fait quoi? Ça fait cardinal de A plus le cardinal de B. D'accord? Mais si on fait le cardinal de A plus le cardinal de B, on peut compter des éléments deux fois. Il y a des éléments qui sont dans A et qui sont dans B également, qu'on va compter. Donc il faut les retrancher ces éléments, il faut les retrancher comme une seule fois. C'est pour ça qu'on fait quoi? Cardinal de quoi? De A inter B. Et également de la même manière ici pour tirer cardinal A inter B. Cardinal de A inter B serait également à quoi? Cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A union B. Donc c'est la première propriété qu'on voit concernant les éléments sur le cardinal en fait. D'accord? Donc ici, cardinal de A union B, ça fait cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter C. En particulier, si A et B sont disjoints, d'accord? S'ils sont disjoints, ils n'ont aucun élément en commun, alors A inter B serait égal à quoi? Serait égal à l'ensemble vide. Et si A union B est égal à l'ensemble vide, ils n'ont pas d'élément en commun, alors le cardinal de A union B, c'est égal au cardinal de A plus le cardinal de B. Ici, on ne mettra plus le cardinal de A inter B, car les ensembles sont quoi? Sont disjoints. D'accord? Et nous allons voir les propriétés du cardinal. D'accord? Les propriétés très importantes qu'il faut retenir. C'est bon? Donc ici, propriété du cardinal. Soit E un ensemble, soit A et B, deux parties de E. D'abord, le cardinal de l'ensemble vide, c'est quoi? C'est 0. Le cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. De plus, si on a A qui est inclus ou qui est égal à B, d'accord? Ça veut tout simplement dire quoi? Le cardinal de A est inférieur ou égal au cardinal de B. D'accord? Donc, nous avons deux ensembles tels que l'un est inclus dans l'autre. Alors, le cardinal de celui qui est inclus sera plus petit que le cardinal de celui qui est le plus grand. D'accord? Donc, ici, on voit bien quoi? Si A est inclus dans B, alors le cardinal de A sera inférieur au cardinal de B. Et ici, on a cardinal de A union B. Ça, c'est juste la propriété ici copiée. Et la même chose ici. Maintenant, ce qui va nous intéresser également, c'est que quoi? C'est le cardinal de A on dit cardinal de A avec cardinal de A inter B plus cardinal de A inter B bar. Donc, cardinal de A est égal à cardinal de A inter B plus cardinal de A inter B bar. Puis ça va prendre un exemple. Si je prends l'exemple A qui fait 1, 2, 3, 4, 5 et je prends l'ensemble B qui fait 2, 6
et 7. D'accord? Ici, on serait quoi? Nous savons que cardinal de A, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5. D'accord? Mais on peut démontrer cela également en utilisant la formule qui était donnée. La formule nous dit quoi? La formule dit que cardinal de A, c'est égal à cardinal de A inter B. D'accord? Cardinal de A inter B plus cardinal de A inter B bar. Alors, A inter B, c'est quoi? Quels sont les éléments de A inter B? A inter B, c'est les éléments qui appartiennent à A et à B. Donc ici, A inter B, c'est quoi? C'est 2. D'accord? A inter B ici, les éléments qui appartiennent à A et à B, ici on a combien? On a 2 seulement. Ensuite, A inter B bar. Alors, A inter B bar sont les éléments qui appartiennent à A, mais qui n'appartiennent pas à B. D'accord? Donc, les éléments qui appartiennent à A, qui n'appartiennent pas à B, on a quoi? On a 1, on a 3, on a 4 et on a 5. Donc, on a 1, 3, 4 et 5. D'accord? Et ici, nous savons cardinal de A, ça fait bel et bien cardinal de quoi? De A inter B plus cardinal de A inter B bar. Ici, ça fait 1 plus 1, 2, 3, 4. C'est bien égal à quoi? Égal à 5. Donc, c'est une propriété également égale à 5. Donc, c'est une propriété également à retenir. D'accord? Cardinal de A est égal à cardinal de A inter B plus cardinal de A inter B bar. Ensuite, lorsqu'on a le cardinal de A moins B, le cardinal de A moins B est égal à cardinal de A slash bar, cardinal de A inter B bar, qui est égal à quoi? Ça fait cardinal de A moins cardinal de A inter B. Ici, comme on l'avait constaté précédemment, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que cardinal de A, ça fait cardinal de A inter B plus cardinal de A inter B bar. Or, cardinal de A moins B, c'est égal à quoi? C'est égal à cardinal de A inter B bar. Donc ici, un petit cardinal de A inter B bar, c'est égal à quoi? C'est égal à tout simplement cardinal de A moins cardinal de A inter B. Donc, ce sont des propriétés très intéressantes qu'il faut retenir. Lors des examens des QCM, pour vous poser des questions, il faut retenir ces propriétés-là. D'accord? Donc ici, ensuite, la prochaine propriété, c'est cardinal de A union B union C. Également une propriété très intéressante à retenir. C'est vrai qu'elle est longue, mais il faut la retenir. Alors, le cardinal de A union B union C, c'est cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C moins cardinal de A inter B moins cardinal de A inter C moins cardinal de B inter C plus cardinal de A inter B inter C. Et pour celui-là, je vais faire un exercice corrigé après dans d'autres vidéos. On passe au grand 2. Les conceptions d'expériences aléatoires et d'événements. D'accord? C'est quoi une expérience aléatoire? Le terme expérience aléatoire désigne une expérience dont on connaît l'ensemble des résultats possibles sans savoir lequel de ceux-ci se réalisera. Par exemple, lorsque vous jouez de la musique, souvent lorsque vous dans votre playlist, on met aléatoire. On va jouer ça de manière aléatoire. Vous connaissez les différentes musiques qui sont dans votre téléphone. D'accord? Mais lorsque vous mettez ça en mode aléatoire, vous ne savez pas quelle musique sera jouée les unes à la suite des autres en fait. Donc c'est ça une expérience aléatoire. On connaît l'ensemble des résultats, mais on ne sait pas lorsqu'on va faire au cours de l'expérience quel nom va sortir. Lorsqu'on prend les dés c'est une expérience aléatoire. On sait que dans un dé à 6 faces, on a 6 possibilités. D'accord? Mais lorsqu'on lance le dé, on ne sait pas c'est quelle face qui va sortir. D'accord? C'est ça un peu l'expérience aléatoire. Donc le terme expérience aléatoire désigne une expérience dont on connaît l'ensemble des résultats possibles. Ici, le dé, on connaît l'ensemble des résultats possibles sans savoir lequel de ceux-ci se réalisera. D'accord? Et ensuite, ensemble fondamental ou univers. L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire porte le nom d'univers ou ensemble fondamental des résultats. On désigne cet ensemble par oméga. Donc généralement, on va désigner l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire par la lettre oméga. D'accord? Par exemple, si je prends toujours le D, ici, l'ensemble de l'univers sera quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Ça c'est l'ensemble des résultats possibles. Alors l'événement A, c'est quoi l'événement A? Tout ensemble, tout événement, alors tout sous-ensemble A de l'ensemble fondamental, donc tout sous-ensemble A de l'ensemble fondamental oméga porte le nom d'événement. On dit qu'un événement se réalisera lorsque le résultat observé de l'expérience est un résultat apportant
est un résultat appartenant, excusez-moi, appartenant au sous-ensemble A de oméga. Donc on va prendre un exemple très précis. Considérons l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé équilibré non truqué à 6 faces. D'accord? Donc comme je l'avais dit, ici oméga c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors A. A c'est quoi? C'est un sous-ensemble. Si je prends par exemple le résultat du lancer est un nombre pair. Si le résultat du lancer est un nombre pair, est un nombre pair, alors qu'est-ce qu'on aura comme sous-ensemble? Notre sous-ensemble ici, ça sera ici A qui est quoi? 2, 4, 6. Donc ça c'est un sous-ensemble de quoi? De oméga. Pour que cet événement se réalise, il faut que le résultat du lancer soit des trois nombres 2, 4 ou 6. Ensuite, classification des événements. Un événement A est dit simple ou élémentaire s'il contient qu'un seul résultat de oméga. Donc généralement ces points que j'ai mis ici, c'est des questions qu'on pose dans des QCM, d'accord, et qui peuvent vous valoir des points en fait. Un événement A est dit composé s'il contient plus d'un ou des résultats en fait de oméga. Donc vous voyez ici la différence entre un événement simple et un événement composé. L'ensemble vide est bien un sous-ensemble de oméga. On le dit événement impossible. En l'occurrence, lorsqu'on prend un lancer, obtenir 7, c'est un événement impossible. D'accord? Obtenir 7, c'est un événement quoi? Impossible. C'est bon? Ensuite, oméga est dit l'événement certain. Oméga est dit l'événement certain. Les événements A et B sont dits incompatibles ou mutuellement exclusifs si A inter B est différent de quoi? Est différent de l'ensemble vide. Ça, on avait vu ça dans une précédente vidéo. Et deux événements A et B sont compatibles si et seulement si A inter B est différent de 0. D'accord? C'est le contraire de ce qui est là. Ensuite, principe de calcul lors de dénombrement. Le principe de calcul c'est simple. Lorsque nous avons ou, généralement ou ça fait penser à union. Si vous faites très attention, ou ça fait penser à union, alors nous avons quoi? Nous avons une addition. Et bon, et c'est l'intersection, et ça fait penser à quoi? La multiplication. C'est l'élément qu'il faut retenir car vous en allez utiliser plus tard. C'est bon? Ok. Ensuite, nous allons passer à notre plat de résistance. Nous rentrons maintenant dans les probabilités. Certainement, c'est ce que vous attendiez. Donc, arrangement sans répétition de P objets choisis parmi N objets distincts. D'accord? On appelle arrangement sans répétition de P dans N tout de suite ordonné de P objets distincts, différents choisis parmi N objets, sachant qu'un même objet ne peut être sélectionné plus d'une fois. Donc je réponds, il faut bien retenir l'arrangement. L'arrangement, il est très très important. Vous allez croiser ça sûrement dans vos examens, il faut le retenir. Donc, on appelle arrangement sans répétition. Le thème, si j'ai souligné sans répétition, c'est qu'il est très très important. Dans l'arrangement, il ne faudrait pas que les éléments se répètent. Il ne faudrait pas que les objets se répètent. Donc on appelle arrangement sans répétition de P dans N tout de suite ordonné. Donc il y a la notion d'ordre également. Tout de suite ordonné. C'est bon? Tout de suite ordonné de P objets distincts, différents, choisis parmi N. Donc on va prendre P objets distincts parmi N. Parmi N objets, sachant qu'un même objet ne peut être sélectionné plus d'une fois. Un objet ne peut être sélectionné quoi? Plus d'une fois. Donc, dans arrangement, il faut faire attention à deux thèmes très importants. La répétition et l'ordre. La répétition et l'ordre. J'insiste là-dessus. La répétition, écoutez-moi, sans répétition plutôt et l'ordre. Sans répétition et ordre. Donc, une suite ordonnée et sans répétition. On va faire un exercice en bas tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc, le nombre d'arrangements sans répétition de P dans N, c'est, comme c'est noté ici, d'accord? Et comme vous l'avez vu en écrit, arrangement de P dans N, qui fait N factoriel sur N moins P factoriel. Donc, un exemple très simple. Au jeu du tiercé, il y a 12 chevaux au départ. D'accord? Au jeu du tiercé, il y a 12 chevaux au départ d'une course. Et on ne classe que les 3 premiers ayant franchi la ligne d'arrivée. Calculer le nombre de tiercé possible. Alors, lorsqu'on parle de jeu du tiercé, c'est-à-dire c'est une course où on a quoi? On a un podium. Sur le podium, on a un premier, on a un deuxième et on a un troisième. Bon, peut-être que mon podium est mal fait ici, mais généralement le podium c'est comme ça.
D'accord? On a un premier, on a un deuxième et on a un troisième. Et c'est un podium. Et sur le podium, on ne peut pas avoir de deux premiers. Il y a un seul premier, il y a un seul deuxième et il y a un seul troisième. D'accord? Donc, si au départ d'une course, il y a 12 personnes qui vont au départ d'une course, alors pour la place des premières places, on aura combien de personnes possibles? Pour la première place, nous aurons combien de personnes possibles? Puisque les 12 personnes ont la même chance d'arriver, alors nous avons 12 possibilités. Nous avons quoi? Nous avons 12 possibilités pour la première place. Mais une fois que la première place est prise et qu'on ne peut pas avoir d'ex-aequo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux premiers, alors pour la deuxième place, il nous reste combien de personnes? Si nous avons la première place qui est déjà prise, alors pour la deuxième place, il va nous rester 11 personnes. D'accord? Pour la deuxième place, il va nous rester 11 personnes. Et pour la troisième place, il va nous rester quoi? Il va nous rester 10 personnes. Donc, ici dans ce jeu-là, on constate que quoi? Il y a un ordre. Il y a un ordre car nous avons un premier, un deuxième et un troisième. Et on n'a pas de quoi? Nous n'avons pas de répétition. Sans répétition, il n'y a pas de répétition. C'est-à-dire quoi? Une personne, on ne peut pas avoir deux personnes à la place du premier. Il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième. Et il n'y a pas de répétition. C'est bon? Donc ici, n qui fait, ça fait 12 fois 11 fois 10. Et si vous calculez, ça donne 1320. Également, vous pouvez noter c'est également n est égal à quoi? Égal à arrangement de 3 dans 12. Et arrangement de 3 dans 12 également, ça marche. D'accord? Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que quoi? Dans les arrangements, c'est une suite ordonnée et sans répétition. Sans répétition. Le thème est important. Sans répétition. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo d'aujourd'hui. Pour les autres sciences, pour les autres vidéos, nous allons voir combinaison et PUplay, ainsi de suite. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez autour de vous.